Yo tout le monde, ici Juju pas tout seul car aujourd'hui on revient à l'intitulé actuel de la chaîne qui est Juju et Seb. Même si Seb est moins actif que Juju actuellement, mais on a chacun nos business séparément, donc florissant on l'espère. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'un film très particulier qui est donc The Shrouds, ou Les Linceul, réalisé par monsieur de 82 ans David Cronenberg, une légende du cinéma, notamment du cinéma d'horreur, de body horror, mais qui est passé à un stade un peu plus philosophique, théorique, et moins horrifique ces temps-ci, avant de revenir récemment avec Les Crimes du Futur et maintenant avec ce nouveau film qui est Les Linceul, qui serait peut-être son dernier film selon ses interviews où il estime peut-être avoir raconté tout ce qu'il avait raconté sur le grand écran. Donc déjà, pour commencer, quel est notre rapport à David Cronenberg, Seb, pour commencer? Alors, très simple. Cronenberg, je l'ai découvert quand j'avais autour de... J'avais même pas 10 ans. Que j'avais vu La Mouche, je sais pas comment, et j'ai été traumatisé. Et je me souviens que j'étais avec un pote à l'époque. Et on était tous les deux traumatisés par ce film-là. Peut-être vu une deuxième fois, je sais pas, mais depuis, je l'ai jamais réellement revu. Donc j'ai très hâte de revoir La Mouche, parce que j'ai toujours voulu l'acheter. Mais bon, finalement, je vais le regarder. Autrement, ce film, le grand Cronenberg, j'ai vu de manière attentive Crash, que je t'ai fait découvrir. Non, on l'a découvert ensemble. Et de manière plus récente, et on a vu quoi d'autre de Cronenberg? Je l'ai vu. Le plus ancien film qu'on a vu de lui, c'est Shivers, qui était un film d'invasion d'aliens dans un hôtel un petit parasite, que j'avais bien kiffé, Shivers. C'était un film, c'est un vieux film, huis clos hôtel, mais ça m'a beaucoup fait penser au film d'aliens un peu d'époque, en fait, de cette époque-là, en fait. Donc un peu un côté un peu... Avec de très bons effets pratiques, c'est un film d'horreur. Ouais, avec beaucoup d'effets pratiques. En fait, je suis plus fan du Cronenberg de l'époque, avec plein d'effets pratiques, années 80 et tout, qui était en 75, en 80 il a fait Scanner. Ouais, ça c'est moi qui te l'ai montré, moi je l'ai vu avant. Qui est un film que j'avais bien aimé parce qu'il faisait il faisait très X-Men dans le plot, parce que c'était genre deux êtres spéciaux qui avaient des pouvoirs, machin. Et le film était assez sympa aussi. Bien sûr, il a fait des films que nous on n'a pas vu, qui sont des classiques de Cronenberg, comme Vidéodrome, de Dead Zone, etc. Ouais, des gros classiques qu'on n'a pas vu. Mais on a vu The Naked Lunch, on n'a pas vu tous les films. On a vu 8-9 quand même. On a vu Naked Lunch. C'est le film avec les insectes. La machine à écrire en version insecte, avec Peter Wellers. C'est Cronenberg ça? Ouais, c'est Cronenberg ça. Ah, je savais pas. Parce que la version française, c'est pas du tout ça. Je sais plus ce que c'est. C'est. Du coup, c'est un repas, non? Le festin nu. Le festin nu, là je m'en souviens. Le festin nu. Ok, oui, je m'en souviens. J'avais pas trop accroché celui-là, parce qu'il était un peu. Il avait un petit côté Jean-Pierre Jeunet, parce qu'il avait un côté, si je puis dire. Mais oui, moi c'est un film que j'ai kiffé pour tous les effets pratiques qu'il y avait. Après ça, qu'en termes de narration, c'était un film qui était très, on aurait dit un film un peu défoncé, un peu. Dans sa narration, c'était très particulier ce que ça racontait, si ça racontait quelque chose. Après, ce qu'il faut souligner sur tous ces films-là, c'est qu'ils sont tous extrêmement bien réalisés. Je souligne surtout Scanner, avec les décors, je crois que c'était dans un centre commercial, j'ai des scènes en tête. Extrêmement bien réalisées, il utilise superment les décors et les cadres sont magnifiques, il joue beaucoup avec les points de fuite. Donc ouais, Scanner pour moi c'est le meilleur de toute cette liste là, après The Fly, La Mouche, mais je l'ai pas revu. Et puis ensuite en 96 Crash du coup. Donc Crash on l'avait découvert ensemble en même temps. La bande son exceptionnelle de Howard Shore, donc son fameux compositeur attitré qui le suit partout, dont j'ai beaucoup de choses à dire. Et l'ambiance, j'ai totalement été happé. Après sur le scénario j'ai eu des doutes, mais en fait je l'ai revu ensuite une seconde fois, puis j'ai bien compris. Le film m'a plutôt passionné, c'est un film de passion purement. Ok, moi c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal avec Crash. Je comprends le sens un peu symbolique, mythologique qu'il veut raconter via la fascination de la technologie qui nous permet de peut-être améliorer notre envie de faire du sexe, on va dire, dans des voitures, le fait que ça renforce un envie, que ce soit un élargissement du corps humain. Il y a quelque chose de commun en ce que... Alors, Shivers il est vraiment à part parce que c'est un film body horror tout bête. Mais il y a quand même l'aspect fantasme sexuel, parce que la bête de Shivers, c'est quoi? C'est une espèce de... Tu te rappelles? C'était comme un gros serpent, c'était des anguilles, quelque chose comme ça. Et du coup, il rentrait dans le corps des humains, et du coup, il y avait toujours une métaphore, un peu comme l'alien, du coup, tu l'avais dit. Mais on n'allait pas jusque-là dans le fantasme, mais il y avait quelque chose, attention. Et La Mouche, on est dans le fantasme du mec qui veut expérimenter le corps, encore une fois. Dans Crash, là, on est dans le fantasme davantage idéologique. On n'est plus vraiment dans le body horror, même si on en garde des traces avec notamment le personnage de Rosanna Arquette, il me semble, la fameuse actrice, qui avait des jambes mécaniques, là, qui avait des espèces de prothèses, je sais pas quoi, dans les jambes.
Et elle jouait, enfin il y avait une scène sexuelle avec le perso du coup de Spader justement. Ultron. Quelle évolution technologique. Il y a une scène sexuelle comme ça, où on n'est pas vraiment dans du body horror, mais on touche, par exemple, les handicapés deviennent un fantasme, les prothèses, en fait, tout ce qui rentre en contact avec le corps humain et qui n'est pas naturel ou qui n'est pas biologique. Voilà, plutôt biologique. Et puis ensuite, mais moi en vrai, j'avais du mal parce que, comme j'ai dit, le sens métaphorique, je comprenais, mais en dehors de ça, moi, j'ai vu des gens s'extasier sur du sexe pendant tout le film et ça m'a fait chier. En fait, c'est un film contemplatif au global. En ce que oui, l'histoire avance, mais c'est globalement contemplatif. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas globalement, si vous n'avez pas la sensibilité de la réalisation, la sensibilité de la musique de Howard Shore, si ça vous prend pas, je parle pas des acteurs, hein, parce que moi c'est pas forcément les acteurs qui me fait accrocher, même si l'acteur principal, là, le monsieur, pas James Spader, l'autre, plutôt l'antagoniste qui est excellent et qu'on a que trop peu revu après, hein, excellent cet acteur. C'est surtout des scènes, des séquences. Crash, c'est vraiment des séquences qui doivent nous happer et une ambiance. C'est pas forcément l'histoire et le truc. Voilà, c'est globalement un tout. Et puis ensuite, on est passé à sa période un peu plus calme, on va dire plus théorique, en commençant par A History of Violence, où de la même manière, il essaye de retranscrire un petit peu les pulsions un peu sexuelles, entre guillemets, via l'identité cachée d'un homme envers sa famille. Ouais, je crois que c'est un film sur... C'est un film de vengeance, un peu. L'adultère, non ? Ah. Quoi ? Adultère ? C'est pas ça pour le dire, la tromperie. Il trompe sa femme dans le film ? En fait, non. Mais dans le film, il y a... À partir du moment où il y a le suspense de qui il était, parce que quand vient Ed Harris, il y a tout un penchant du film, un pendant, on dit, du film qui est... Sa femme se demande qui il est. Et du coup, en général, quand une femme se demande qui est son mari et qu'elle ne le connaît pas vraiment, la question première, c'est l'adultère, en général. Non, mais c'est vrai, c'est une femme. Ouais. Donc, c'est tout le mystère du film. C'est un peu... pas l'adultère, mais c'est le couple qui se brise, entre guillemets. C'est les doutes dans un couple. Et pour moi, c'est le plus faible film de Cronenberg. Après, c'est un des films où je le vois tout le temps être très très bien placé dans les adaptations, parce que c'est une BD à la base. Il est oscarisé, mais c'est le plus faible. Dans les adaptations de comics les plus ouf de tous les temps, je vois tout le temps dans le top 5, etc. Donc moi, j'avoue que je trouve que History of Violence, c'est un côté très téléfilm, en fait. C'est que moi, je vois le film, c'est un film que je vois le dimanche normal, et après, il est fini, et j'ai passé un bon moment, tu vois. J'en sens pas le côté dinguerie ou chef-d'œuvre, tu vois. J'ai l'impression que c'est un film fait avec un film fait avec un petit... Parce qu'en vrai, le film, à premier abord, il est très très simple, tu vois. C'est un ancien tueur, son identité se fait cramer en face de sa famille. Pendant tout le film, il va essayer de buter les gens qui le menacent, en fait. Et donc, pour moi, le film, il est extrêmement simple. Et bien sûr, il y a un sous-entendu symbolique sur le sexe, sur le côté sauvage, sur l'identité intérieure du personnage, etc. Et en plus, à la fin, il doit tuer son propre frère et tout. Où il y a le grand monologue de William Hurt, etc. Mais en dehors de ça, je vois juste un film... basique de thriller comme ça, quoi. J'ai jamais, quoi. Je vois pas le génie dans History of Violence, en fait. Les acteurs sont bons et tout, hein, mais je sais pas, j'ai jamais compris le délire. Et Harris c'est badass et tout, mais il y a des séquences, encore une fois, un peu comme dans Crash, qui sont iconiques, notamment avec celle avec un fusil à pompe. Et il y a même une scène coupée qui est géniale, justement, je sais pas si tu te souviens. Oui, je m'en souviens. Mais voilà, oui. Ouais. Mais il y a une double lecture, c'est certain, parce que Cronenberg fait un film aussi téléfilmesque, parce que ce soit la musique, que ce soit l'ambiance, le jeu des acteurs, je trouve qu'il y a un côté surjeu, il y a un côté téléfilm vraiment innocent, série B. Et je pense que c'est fait exprès venant de Cronenberg. Donc je pense qu'il veut créer une ambiance de malaise indirectement, dans le fait qu'on est dans un film qui est un peu plus profond que ça, mais soit je n'ai pas compris encore le film, soit il est vraiment décevant. Ouais. En tout cas, là, comme ça, à l'instant T, c'est le plus décevant pour moi, de ce que j'ai vu. Après, moi, j'ai vu Cosmopolis, du coup, je sais pas si j'ai vu Cosmopolis, mais j'avais pas d'attente, c'est différent. History of Violence, il est oscarisé, puis tout le monde en parlait, mais... Et surtout, tout le monde me parlait de la fameuse fin. Bon. Cosmopolis. J'ai pas de souvenirs en global. Film assez bien réalisé comme d'habitude, mais c'est beaucoup de plans longs, champ contre champ. Donc franchement, ça fait partie de ces films les plus faibles, en plus que à la tête d'affiche c'est Pattinson, dont je ne suis pas très fan. Même si, c'est peut-être son meilleur rôle pour le coup, j'avoue. C'est peut-être le meilleur rôle de Pattinson de ce que j'ai vu de lui, j'ai pas vu grand chose non plus. Après, je trouve qu'il y avait un côté très très théâtre-film. Enfin, que c'était un théâtre filmé, le film. C'était beaucoup de dialogues philosophiques, symboliques, métaphoriques, théoriques, tous les termes que vous pourrez sortir sur ça. Sur la richesse, sur la pauvreté, sur l'humanité, sur la vie, etc.
où le mec est enfermé dans un taxi, un milliardaire est enfermé dans un taxi pendant 1 heure de film, quoi, 1 heure et demie de film. Et c'est vrai qu'à la longue, tu te fais un peu chier. Bon, faut le dire, après la fin ça pète un petit peu, mais c'est vrai que le film, les acteurs sont très bons, tout le monde est très bon dans le film, mais en termes de rythme, de ce que ça raconte en termes de pure narration, pas juste en termes de pure idéologie, on s'emmerde un peu. C'est un film, c'est pas un livre. Ouais, mais donc j'avais du mal. Ça fait partie des, on va dire, des quelques défauts du Cronenberg plus âgé, c'est que je pense qu'il est plus âgé, il se contente davantage de peu pour les films, je trouve qu'il va beaucoup moins dans le fond des choses. Dans Crash, pour moi, il va vraiment au bout des choses. Dans Crash, on va vraiment expérimenter les accidents, les scènes d'accidents sont vraiment sublimées, la lumière, la musique. Et Howard Shore aussi se repose sur ses lauriers, mais Howard Shore c'est plus compliqué, c'est le compositeur. Mais c'est la même chose, en fait les deux se ressemblent parce que les deux, on vieillit. Puis moi j'avais pas donné mon avis sur La Mouche, que j'ai pas revu moi non plus depuis une bonne décennie en vrai je pense. Mais La Mouche, oui, je pense de tête que c'est probablement son meilleur film dans le sens, en tout cas subjectivement parlant, dans le sens c'est probablement le plus divertissant, le plus accessible dans un côté, peut-être pas visuellement, mais parce que c'est un truc plus, il y a un côté plus universel. Oui, il y a un côté Belle à la Bête, etc. Ce côté plus universel effectivement qu'on a souvent avec une histoire d'amour, un homme qui se transforme en monstre, donc il y a une tragédie qui est très forte et qui vise plus dans l'émotion. Donc c'est vrai qu'il a un cinéma quand même qui est assez froid en général. Donc c'est vrai que là, il y a peut-être un côté plus grand public dans la narration de la chose. C'est vrai qu'il est froid. Puis les effets pratiques étaient très bien foutus, révolutionnaires pour l'époque. Et donc oui, La Mouche, je pense que La Mouche c'était probablement mon film préféré de Cronenberg. Après moi, comme je dis, j'aime beaucoup plus sa période d'époque avec Shivers, Scanner, etc. Plus les effets pratiques et tout. Et du coup, on avait tous les deux vu Les Crimes du Futur, qu'on n'avait pas reviewé à l'époque. Et attends, il y avait un autre film sur la liste que moi j'ai vu. Du coup, moi j'ai évoqué tous les films que j'ai vus. Il y en a un autre avec Julianne Moore que moi j'ai vu. Stars. C'est ça, ouais, Maps to Stars. Il y a Pattinson dedans, non ? Oui, il doit être dedans aussi. Et il y a un autre acteur que j'aime bien qui était dans un film de Roland Emmerich, 2012 je crois. Ah oui, lui, John Cusack. Ouais, John Cusack, lui je l'aime bien. J'avais préféré Maps to the Star à Cosmopolis. Ouais, c'est un film un peu comme Somewhere, tu vois, Somewhere de la fille de Sofia Coppola. Exactement. Bon, des films assez minimalistes, réalisation minimaliste, mais c'est des films qui se ressemblent parce qu'il s'agit d'acteurs. Donc on voit des scènes de casting. C'est un film un peu plus humain, on va dire, moins froid, même s'il y a toujours ce côté froid. En fait, le côté froid vient surtout du fait qu'il y ait de moins en moins de musique dans ces films. Dans Crash, la musique est omniprésente. Bon, je prends beaucoup Crash pour exemple. Mais des souvenirs que j'ai, même dans History of Violence, pour le coup, la musique est très présente. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y a de plus en plus de dialogues et de moins en moins de musique. La musique vient au tout début, comme dans Les Crimes du Futur, justement. Et après, elle s'absente et on la revoit peut-être qu'à la fin. Parce que dans le film dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu différent. Oui, un film plus humain, malgré le manque de musique. Plus marrant, presque une comédie quelquefois. Et surtout bizarre, il y a le côté grotesque, c'était ce mot-là que je cherchais, lourdingue, ironique. Donc je sais pas trop ce qu'il racontait dans ce film, mais c'est un film qui passe, avec son ambiance. Et puis du coup on avait vu tous les deux ensemble Les Crimes du Futur, donc qui était déjà un film qui avait un côté très très testamentaire, dans le sens où on suivait un artiste, il me semble, qui vendait des organes et qui les remaniait à la manière de créer des œuvres artistiques basées sur la biologie humaine, on va dire, et dans un monde un peu futuriste où du coup les organes pouvaient être vendus, et t'avais un gros casting, t'avais Léa Seydoux, Kristen Stewart et surtout Viggo Mortensen dans ce film-là, qui jouait un espèce d'artiste qui imaginait du coup Cronenberg, qui était imagé par Cronenberg lui-même, et qui s'imaginait lui-même, et c'était un film. En termes de concept, je trouvais ça cool, mais je trouvais que ça allait pas assez loin. C'est qu'on voyait un mec où son corps c'était que des oreilles dans sa tête et tout. Moi je voulais voir ça, mais tout le temps dans le film. Je voulais voir plein d'idées visuelles de comment tu transplantes, mélanges des organes dans un monde un peu totalement déformé, totalement un peu crado en fait. Et je trouve que le film va pas assez là-dedans et va beaucoup sur des séquences de discussion. En fait, je trouve que Cronenberg il a fait un compromis entre sa période body horror et sa période plus métaphysique, théorique, on va dire, analytique. Sur la mort. Et on a à côté, oui, bien sûr, très film sur la mort, qui va se prolonger encore plus dans le suivant. Avec le design du perso de Viggo Mortensen. Avec son design, ouais, il est en mode faucheuse, tout à fait. Puis t'avais une relation amoureuse avec, après j'ai mes souvenirs qui s'évaporent un peu de ce film-là, mais c'était un film que j'avais trouvé intéressant. Tu l'as pas revu non plus, toi ? J'ai pas revu non plus, non. Non, mais j'ai pas eu envie de le revoir. Voilà, en fait, c'est assez fou. Mais la musique était cool. Les Cronenberg, je pense globalement, enfin, à part les grands classiques, Crash ça fait partie des grands classiques, et en même temps, Crash c'est un tout, comme je dis, je vais pas parler de Crash tout le temps, mais la musique, les scènes, tout est beaucoup plus amplifié. Parce que les derniers films de Cronenberg, Cosmopolis, je pense que c'est du one shot.
Même Maps of the Stars, je pourrais peut-être le revoir parce que j'ai totalement oublié, donc dans ce sens-là, oui. Mais c'est du one-shot. Il n'y a pas des séquences que j'en retire où il y a une musique, où il y a l'ensemble de ce qui fait le cinéma, de ce qui fait les grandes scènes de cinéma. Il y a trop de silence dans ces films. Je parle que de la musique, même là, en termes de mise en scène, en termes d'effets aussi. C'est un peu trop léger. C'est des films légers, profonds. Hein. Quand je dis léger, c'est un peu paradoxal. Mais c'est surtout des one-shots. Les Crimes du futur, pareil. L'intro, j'étais sur le cul parce que la musique était magnifique. Enfin, la musique de Howard Shore sur Les Crimes du futur, exceptionnelle. Vraiment, la BO, incroyable. Et ça, c'est le générique l'opening d'ouverture, un peu à l'instar du film aujourd'hui, justement. L'introduction aussi, assez terrifiante, et par la suite, le film m'a un peu endormi. Les quelques séquences body horror un peu, qui nous ont quelque peu laissé sur notre faim, je suis bien d'accord, il aurait pu aller plus loin. Au contraire de La Mouche, par exemple, où il allait plus loin, mais je sais pas si c'est une question financière ou question de flemme, je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il est beaucoup plus minimaliste et peut-être trop. Et il s'en tient vite à une idée pour faire un film qui ne creuse pas forcément assez ou on ne voit pas forcément suffisamment de choses à l'écran, du moins. C'est beaucoup dans les pensées spirituelles que visuelles, c'est un peu le souci. Donc c'est un one-shot sympathique, mais que j'ai moins apprécié que par exemple le film dont on va parler aujourd'hui. Et j'aimerais évoquer le fait que son fils, Brandon Cronenberg, fait aussi des films. J'en ai vu qu'un des deux qu'il a fait, mais le deuxième m'intéresse aussi, j'ai envie de le voir avec Mia Goth et Alexander Skarsgård. Et j'ai bien aimé son film Possessor, je crois que ça s'appelle, sinon je vous aurai l'affiche. Où j'ai plus trop le pitch en tête, mais je sais que genre t'as des masques, la peau humaine qui devient des masques, il y a tout un délire d'identité qui est fait un peu de manière un peu crade, des body horror, et c'était une espèce de thriller un peu body horror que j'ai trouvé très très cool quand j'étais tombé dessus par hasard, et j'avais trouvé très très cool quand je l'avais vu à l'époque, même si mes souvenirs restent assez vagues. Et pour le coup, je suis curieux de voir la carrière un peu de son fils. En tout cas, j'ai hâte de voir son autre film. Moi, c'est vrai que Cronenberg, depuis qu'il est passé aux années 2000, j'ai l'impression que je regarde que des films de lui où je sais pas quoi en penser, en fait. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je vois qu'il y a un truc intéressant à creuser, etc. Exactement. Mais est-ce que j'ai aimé quand même, tu vois? Je suis pas sûr. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui se sème avec le temps ou est-ce que juste non, j'ai pas aimé, il faut que j'assume. Est-ce qu'il faut pas juste lire des articles et réanalyser? En fait, c'est des films qui donnent pas forcément envie d'être revus. Ouais. C'est un peu le souci, parce qu'en général, on va réanalyser. C'est le contraire de Lynch, en fait. Surtout que les pitchs, ils me donnent envie, tu vois. C'est ça, les pitchs, le pitch du Crime du futur, excellent, musée d'organes, machin, fait SF, j'ai fait le banger. Même le pitch des linceuls, du coup. Pareil, le pitch, c'est aussi pour ça que j'ai fait vas-y, on va le voir. Il va analyser la décomposition. Le pitch, le mec va observer le corps de sa femme via des caméras dans sa tombe et va essayer de voir des trucs SF, la mort version SF, tu vois. Le voyeurisme dans la mort, quoi. Et du coup, maintenant, on parle enfin des linceuls, du coup, de Cronenberg, et je pense que là, ça va être la vidéo où ça va un peu plus prendre le dessus, parce que moi, c'est vrai que, c'est un peu la réaction que je viens de vous évoquer, c'est que ce film-là, quand il s'est fini, je me suis dit, attends, c'est fini, là. Et, parce que le film est bien filmé, la caméra, etc. Après, il y a un côté... qu'il y a un effort supérieur. Alors, je sais pas si c'est la question des décors, c'est sûrement la question des décors, parce que dans Les Crimes du futur, il me semblait que les décors étaient assez pauvres, et que c'était souvent de nuit et dans des endroits extérieurs, hormis les quelques passages avec les exhibitionnistes organiques, là, tout nus. C'est ce que je viens de dire. Dans celui-ci, il y a davantage de décors, parce qu'on est dans la vie d'un riche, entre guillemets. Bah oui, un riche. Et donc la réalisation en est de fait automatiquement plus intéressante parce qu'il est obligé de jouer avec ses décors. C'est simplement pour ça, mais après, est-ce qu'il a réellement fait un effort? Je sais pas, mais du coup, je serais obligé de dire que oui. Après, j'ai vu quand même des gens qui disaient que ça faisait un peu... L'étalonnage, la photo faisait très pub un peu. Tout qu'il y a côté pub de voiture avec la Tesla, bien sûr. Photo excellente. Je sais pas, je trouve ça un peu... La pub, c'est plus blanc, c'est moins beau. Après, je sais pas, les pubs d'Elon Musk, si elle les taffe, je sais pas comment. Après, il aime bien filmer en grand angle les visages des acteurs. Là, pour qu'on a des bien gros plans sur les visages des acteurs. Ouais, il sublime, il filme bien les émotions. Après, du coup, pour le contexte, c'est un film qui a été fait en réponse, entre guillemets, au décès de sa femme en 2017. Et donc, son décès a fait qu'il n'a pas fait de film depuis plusieurs années, tellement il était impacté par ça. Et c'est un film qui est plus ou moins là pour qu'il puisse dire au revoir à sa femme, entre guillemets, assumer son décès. Et donc, en fait, il enchaîne, c'est particulier de voir un réalisateur qui enchaîne deux films un peu testamentaires, parce que là, c'est un deuxième film où le protagoniste le représente encore. Et même physiquement, il est basé sur lui, physiquement, les cheveux blancs, là, les fringues noires, etc. Globalement, Les Crimes du futur, c'est un peu le testament personnel de son œuvre, à savoir le body horror, et de lui-même, en fait, à savoir l'homme qu'il est, à travers Viggo Mortensen, un homme, entre guillemets, mort-vivant, on va dire, la faucheuse. Et ce dernier est plus... Vincent Cassel, ressemble à Cronenberg en plus avec les cheveux. Et sa femme, donc.
Et du coup, on a encore une fois un casting plutôt intéressant avec Diane Kruger, que j'ai pas eu depuis très très longtemps dans un film, dans un triple rôle d'ailleurs. Il y a Guy Pearce, d'ailleurs, le dernier film qu'il a vu au cinéma, c'était Brutaliste. Nouveau film qui arrive au cinéma, c'est ça. On n'a pas fait de critique, enfin moi j'ai pas fait la critique Oui, de Brutaliste parce que j'avais pas grand chose à en dire, ça m'a globalement ennuyé. J'ai trouvé ça un peu péteux, la photo certes est plus belle que oui, dans ce dernier film là. Les performances d'acteurs sont très très bonnes. Moi j'ai surtout retenu Felicity Jones. Ouais, excellente, bien filmée, etc. Mais pas le film, hein, elle. Enfin, c'est un film qui ne m'a pas touché, pas intéressé. Et je pense qu'Adrien Brody, voilà, ça m'est égal en fait. Si je regarde ces films, ça m'est trop égal. Globalement, je ressens rien. Enfin, c'est pas suffisant. Au moins là, c'est Vincent Cassel, ça change tout. Tu vois. Tu me mets Vincent Cassel, ça n'a plus rien à voir pour moi. Mon intérêt va augmenter automatiquement. Tu vois, c'est simplement en fonction de à quel point je me sens proche d'un acteur ou d'un autre. C'est simplement pour ça. Globalement, le film était pour moi en dessous parce qu'il avait un propos qu'il surélevait peut-être. Je sais pas où. Une certaine arrogance, mais ça c'est l'impression encore une fois. Mais c'est vrai que ouais, du coup Guy Pearce, tu les as enchaînés. Guy, et qui joue le contre-pied de ce qu'il jouait dans Brutalist d'ailleurs. Mais il joue un peu le rôle de Vincent Cassel dans Brutalist dans ce film-là quoi. Mais genre il joue un riche dans Brutalist et là il joue un peu un plouc un peu dans ce film-là. Et je suis content de voir Guy Pearce diversifier ses jeux et de jouer un peu avec des grands noms et des grands projets récemment. Je suis content pour lui. On veut toujours retrouver le Guy Pearce de Memento, de Iron Man 3. Non, mais en plus, Iron Man 3 était cool, mais bon, après Iron Man 3, voilà. Mais oui, on veut un Guy Pearce. De LA Confidential. De Alien. De Prometheus avec une prothèse dégueulasse. Non. De LA Confidential. Non, dans Prometheus, j'aimais bien son rôle, mais après, ouais. Enfin, j'aime bien le Guy Pearce solide, quoi. Solide sur les appuis, confiant. Mais après, il a pas joué tout le temps la même chose, encore une fois, mais. Oui, il aurait pu prendre Guy Pearce à la place de Vincent Cassel aussi, mais. Voilà, globalement, j'aime juste pas ce qu'il incarne dans ces deux derniers films, mais c'est pas nécessairement de sa faute. Pour moi, Guy Pearce, c'est plutôt du premier plan. En fait, c'est plus ça qui ça me dérange. Guy Pearce, c'est plutôt du premier plan. Mais du coup, Vincent Cassel, donc, qui joue en anglais durant tout le film, et avec un casting très très francophone, on va dire, avec... Ça se voit que le film a galéré à se financer parce que t'as 500 000 boîtes de prod qui démarrent le début du film, beaucoup françaises et canadiennes. Il y a Canal+ qui a participé à la conception du film, en sachant que Diane Kruger a joué dans beaucoup de films français, que Vincent Cassel est français, que Sandrine Holt aurait des origines... Je sais pas si elle a vraiment, elle, l'actrice, mais le personnage a des origines françaises dans le film. Que Guy Pearce, qui a rien de francophone, en fait. Mais, parce que je crois qu'il est pur américain, Guy Pearce. Pour donner un premier avis sur le film... Bah voilà, exactement ce que je vous ai dit, c'est que je suis un peu circonspect, je sais pas si... C'est logique que le film s'arrête là et que je dois me dire, ok, je suis satisfait, j'ai vu un film où je me suis bien rassasié. Je trouve que j'ai l'impression qu'il me manquait le climax, tu vois. Ouais, c'est ça que j'allais te demander, c'est... T'as pas tant aimé le film ou la fin du film? Le fait qu'il n'y ait pas de fin, c'est quoi? C'est plutôt l'ensemble ou c'est seulement Parce que oui, c'est vrai, la fin en général donne le goût à tout. Hein. Donc s'il n'y a pas de fin ou si la fin n'est pas satisfaisante, je pense notamment à Fight Club où il y a un sacré retournement, je pense que vous savez de quoi je parle. Ça peut changer toute une interprétation, tout un visionnage, toute 1h30 de visionnage. Et du coup la vie qu'on en a, donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais, moi j'aimais bien la première partie, on découvrait un peu cet univers un peu SF sobre dans l'esthétique, avec cette idée de suivre une espèce d'entreprise, mais de funérailles, du coup, de cercueil, etc. Donc en plus le nom Grave Corp. Voilà, quoi, il y a déjà le jeu de mots dans le truc, je crois que c'était ça. Mais oui, du coup c'est intéressant de voir cet univers-là avec ces cercueils où tu peux accéder au corps filmé dans des linceuls du défunt. Direct t'es dans du Cronenberg SF mais creepy où t'as Vincent Cassel qui justifie son truc et tu dis... T'es creepy quand même, frère. C'est quand même creepy, surtout que c'est un personnage qui est un peu à distance du reste du monde, un peu pendant tout le film. Il évoque pas trop ses émotions. Puis l'univers intéressant quand on voit ça, quand on voit le fait qu'il a une IA personnelle qui est basée sur sa femme, donc Diane Kruger. Donc il y a un univers un peu de SF un peu intéressant qui se réveille là-dedans. En même temps, tu te dis, est-ce que je suis censé m'attacher? Est-ce que je suis censé ressentir quoi à ce personnage-là? M'attacher ou pas? Parce que déjà, c'est un riche. C'est un personnage un peu. Est-ce que c'est un connard ou pas? Est-ce que c'est. Juste, il a un aperçu très bizarre. Le fait qu'il y ait du voyeurisme sur le corps de sa femme, est-ce que c'est quelque chose qui est touchant? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste gênant, malaisant et un peu non éthique? Je sais pas, donc c'est vrai que le film pose plein de questions et jamais va vraiment y répondre parce que c'est un peu la vision du cinéma de Cronenberg où il ose montrer des choses un peu difficiles à voir, quoi. D'ailleurs, il joue beaucoup avec la 3D dans le film. Hein.
On l'a dit avec le... Du coup, il a reconstitué tous les corps des personnages qu'on voit dans le film, même le corps vivant de Vincent Cassel est reconstruit en 3D à un moment donné, vu qu'il y a un truc un peu avec une 3D en 8K, en résolution infinie, etc. Qui est aussi intéressante dans le côté un peu body horror du truc. Après, il y a très peu de body horror dans le film. Après, il y a des flashbacks qui sont plutôt intéressants dans leur transcription, qui sont pas des vrais flashbacks, mais plus des rêves, où je sais pas trop comment ils ont fait les effets sur le corps de Diane Kruger, on va dire. Mais sinon... Le film en lui-même, c'est vrai que ça faisait très enchaînement d'événements, de scènes sur une scène, sur une scène, sur une scène. Et parfois, t'arrivais pas à voir le lien, parfois t'arrivais à voir le lien, et parfois ça donnait des réponses à certains aspects, sans que tu comprennes le rapport, ou je sais pas, et parfois t'as des contradictions entre ces séquences-là. Et tu dis, mais qu'est-ce que je regarde en fait? C'est quoi que je suis censé interpréter en fait? Et ensuite le film se finit. Quelle est l'intrigue, ça? Ouais, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que le film propose une manière intéressante, Patrick Cronenberg, de traiter le deuil en fait. De traiter le deuil, de comment sortir de la mort. Est-ce que c'est éthique de regarder le corps de sa femme tous les jours? Est-ce que tu peux pas juste aller de l'avant et sortir avec d'autres personnes, vivre... Surtout, il y a vraiment un apport symbolique, tu vois, il y a des chiens partout, il y a une meuf aveugle, il y a quelque chose, il y a le fait qu'il y a une sœur jumelle, que Diane Kruger ait une sœur jumelle, ce qui crée l'apport au deuil, ce qui crée un apport du deuil encore plus particulier. Donc il y a plein de trucs symboliques intéressants, mais encore une fois, j'arrive pas à voir le sens, j'arrive pas à voir le dénouement que c'est censé apporter à tout le reste en fait. Et je trouve qu'il y a en vrai, on sent qu'il y a il y a un point fort thématique qui est intéressant. Mais ensuite, il y a une conspiration qui revient dans le film, qui est censée te justifier la possibilité de la mort de sa femme. Donc ça semble partir sur d'une dinguerie en mode c'est les Chinois, c'est les Russes et machin. Et ce truc-là, ça pourrait être intéressant si t'avais une réponse définitive qui te dévoilerait quelque chose de fort. Mais en fait, on n'a jamais vraiment de réponse, on est censé tout interpréter par nous-mêmes par rapport à ce que tel ou tel personnage est fiable ou non, en fait. Et à la fin du film te donne une réponse sur est-ce que lui voudra être enterré à côté de sa femme ou pas, ou est-ce que lui va accepter de vivre une nouvelle vie en dehors de sa femme. Et le film t'offre une réponse, entre guillemets, sur ce personnage-là, c'est la seule réponse que le film va vraiment te donner sur les décisions de ce personnage-là. Mais avec une indécision à la fin qui fait que... Mais si t'as une indécision... Pourquoi je suis encore censé... Pourquoi le film il se termine si en fait on n'a pas de réponse définitive en fait? Si l'indécision continue jusqu'à la dernière séquence en fait. Est-ce que je suis capable de me séparer de ma femme? Et la scène finale en fait, à la fois il est relié avec une personne tiers, et en même temps il retrouve l'esprit de sa femme dans cette fin là, et du coup tu dis... Ah mais en fait moi-même j'ai pas compris la fin. Mais du coup à la fin en fait il trouve pas des réponses à ses questions en fait. Oui, parce il a pas fait le deuil lui-même en fait, du coup... parce qu'à la fin... Mais du coup c'est bizarre. Elle a le corps... Ouais. Pas dire le personnage, mais elle a le corps de sa femme. Ouais. Donc moi je me suis dit, mais en fait c'était sa femme depuis le début. Tu sais, j'ai pas compris, j'ai rien compris. Il a dit que c'était un rêve, toutes ces séquences là c'est des rêves, il avait dit. Ah ok, il avait imaginé. Donc en fait, faut se dire que... Il la verra tout le temps, peu importe. Ah mais oui, mais en fait c'est facile à comprendre. Ouais. Enfin là comme ça, mais après avec le recul je verrai. Tout d'abord le film commence avec un très beau plan d'introduction en 3D. On va rentrer dans une mâchoire pour ressortir ou un truc comme ça. Et arriver dans une scène du coup, une vraie scène, une simple scène. Donc moi globalement, c'est un film où je me suis laissé emporter par l'ambiance. Le petit bémol que je note tout de suite, c'est la musique de Howard Shore qui est bien inférieure à celle du précédent, Les Crimes du Futur. Donc j'étais un peu déçu. Le film commence par le générique déjà, j'ai oublié de parler de ça. Le film commence par le très beau générique comme souvent, un peu à l'instar des Crimes du Futur du coup. Et la musique de Howard Shore qui est inférieur. Après, à réécoute, je sais pas, mais pour le moment, ça m'a semblé inférieur, moins percutant. Et même durant tout le film, on l'entend quasiment pas, la musique de Archer. Il y a des bribes où tu vois que c'est totalement lui. Et tu reconnais Crash, tu reconnais l'œuvre de Archer au global, si on connaît bien. Mais c'est minimaliste, c'est léger, c'est quelquefois, c'est de temps en temps, et c'est pas marquant. Et je crois qu'elle ne revient qu'à la toute fin, parce qu'il y a entre guillemets, deux génériques, en fait. Il a vraiment fait deux génériques à peu près. Ouais, parce qu'il est même custom le dernier générique. Donc hormis ce bémol, on est encore donc dans le Cronenberg qui laisse des scènes, des séquences en blanc, ambiance sans aucun son. Et on est sur du coup le personnage de Vincent Cassel qui est froid, riche, etc. Donc moi c'est la première des choses. C'est un personnage ambivalent, paradoxal. Est-ce qu'on doit l'aimer, est-ce qu'on ne doit pas l'aimer? Est-il bon, est-il mauvais? C'est un peu tout à la fois en réalité, c'est un peu les personnages à la Michael Douglas dans The Game de... Fincher. Exactement, David Fincher. Oui, très très bon d'ailleurs, peut-être le meilleur.
Et moi, c'est simplement des persos que j'affectionne, j'aime bien, parce que c'est des persos complexes, c'est des persos qui sont difficiles à comprendre. Donc moi, en général, ces personnages-là, je les aime bien. J'aime pas justement les persos trop transparents ou trop... où il est trop simple de lire à travers. Donc, après, oui, chose facile, c'est Vincent Cassel, donc automatiquement, ça prend beaucoup plus pour moi, que ce soit en termes de charisme, que ce soit en termes de jeu. Certains disaient que je crois qu'il cabotinait, ou qu'il surjouait, ou qu'il sous-jouait même. Il y a peut-être une séquence où, avec son anglais, étant donné qu'il est français, il y a un côté surjeu. Je pense à la séquence où ils sont vers le fleuve, là. Ouais. Et il engueule Guy Pearce. Et là, oui, il y a un côté surjeu, comment il dit. What does it mean? What does it mean? Ouais. Il y a un côté. Il ouais. fait what? Voilà, oui. Mais ça, en fait, c'est Vincent Cassel. Il a toujours joué comme ça. Je sais plus quel autre film. Mais même en français, il y a des moments où il est un peu comme ça. Mais ça, c'est un peu son délire. Moi, ça m'a pas sorti. Mais oui, cette scène-là, en l'occurrence, c'est plutôt vers la fin en plus. Globalement, voilà, l'histoire, le scénario, moi, ne m'a pas. Enfin, c'est un Cronenberg, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt le sujet qui doit vous intéresser, la thématique. Et globalement, le cinéma, en fait. C'est la réalisation, l'enchaînement des plans, comment que c'est fait. Accompagné des effets spéciaux impeccables, des effets pratiques impeccables, même si on n'a pas 10 000. Globalement, l'ensemble est bien enveloppé. Et ensuite, les thématiques donc, qui ont fait que j'ai été intéressé au film, simplement. La thématique du riche, intéressant à quel point... Spoilons, hein. Ouais, Spoilons. je pense que je pourrais pas parler du film si je spoil pas. Non, bon, on part du spoiler, hein. Vous connaissez un peu notre avis. Selon moi, le vrai dilemme du film, c'est que doit-il faire? Le personnage principal, que doit-il faire? C'est un riche. Il a l'âge, j'imagine, réel de Vincent Cassel, 58. Et il a sa compagnie, il a de l'argent, je l'ai déjà dit 2 fois. Mais il a perdu sa femme qui était très belle, sa femme qui était Diane Kruger, une plus belle femme du monde, allemande, etc. Blonde aux yeux bleus, etc. Et encore une fois, à l'instar de Patricia Arquette, justement, là c'était Patricia Arquette, je crois, en plus dans Crash, parce que je crois qu'il y avait aussi Patricia Arquette dans c'est laquelle? Ah oui, c'est Holly Hunter, l'héroïne du film. c'est Holly Hunter, ouais, c'est Holly Hunter. Qui était dans Batman contre Superman. Ouais, c'est Holly Hunter, bref. C'est dans Succession aussi. Ouais, en fait, je les confonds toutes parce qu'il a ce côté-là, à l'instar de David Lynch, les deux David, et à lui, qu'il prenait toujours des femmes assez extravagantes, on va dire, et pas des moindres. C'était toujours des gros castings féminins, que ce soit dans Mulholland Drive, quand on prend Naomi Watts, ainsi que Lost Highway avec Patricia Arquette pour le coup. On est sur 2 réalisateurs qui se ressemblent parce que quand il s'agit, c'est là qu'il faut comprendre l'intérêt du cinéma, c'est qu'on veut nous faire ressentir des émotions. On a Vincent Cassel, c'est l'homme masculin riche entre guillemets, donc c'est Vincent Cassel. Déjà, tu prends un acteur, il a du cachet, c'est pas n'importe qui. Il est plutôt beau, pas forcément physiquement, mais en ce qu'il incarne quelque chose, et l'étiquette Vincent Cassel, le regard, etc. Et tu me prends à côté la femme qui est censée être la source de son deuil, et donc le dilemme du film, c'est que doit-il faire une fois qu'elle est plus là? La plus belle femme du monde, ou l'une des plus belles femmes du monde. Et c'est pas un hasard, ce n'est pas fait pour rien, c'est tout l'intérêt du cinéma, c'est que même le spectateur le plus exigeant, comme je peux être exigeant, tu vois, notamment question femme ou question physique, je vais pas faire le mec compliqué, hein, c'est faux, mais ça peut m'arriver, notamment pour un film, et surtout pour un film comme ça. Il y a quelque chose de très physique dans les films de Lynch et de Cronenberg, et dans ces castings, tu vois, moi je pense souvent à Lost Highway, tu vois le couple. Le couple, c'est quand même de très belles personnes. J'ai plus le nom de l'acteur dont le fils est dans Thunderbolts. Bill Pullman et Rosanna Arquette, c'est pas fait exprès. Enfin, c'est pas un hasard, c'est justement totalement fait exprès. C'est pour que ça t'inspire quelque chose, ça dégage quelque chose. Oui, j'ai dit Rosanna. Ouais. Et c'est là tout l'intérêt du casting et du fait que cette nouvelle mouvance woke, entre guillemets, je sais pas si c'est vraiment du wokisme pour le coup, mais c'est plutôt de l'ouverture. On caste n'importe quelle femme pour n'importe quel rôle et la beauté des femmes est de moins en moins importante. Je pense aussi à la série avec l'actrice de Indiana Jones 5. La série... Phoebe Waller-Bridge. Exactement, et la série c'était Fleabag. Et en fait, quand je regarde des séries comme ça, tu peux pas mettre une femme comme ça. Parce que la série, c'est justement une femme qui est draguée toute la série. Et quand tu vois par qui elle est draguée, tu te poses des questions. Après, c'est logique aujourd'hui. Mais moi, ça marchait pas sur moi, vous voyez.
Et quand je pense, évidemment, le meilleur exemple, c'est The Last of Us. T'as un personnage, c'est Ellie dans le jeu vidéo, et là, t'as la fille de... Oui, voilà, Bella Ramsey, mais c'est la fille, globalement, de Anne Romanoff, tu vois. Ça marche pas. Donc là, au moins, ces vieux monsieur qui étaient, et que sont, pour Cronenberg, donc Lynch et Cronenberg, respectivement, voient l'intérêt, non pas... C'est pas une question qu'on priorise le physique, et que le physique est tout ce qui compte. C'est parce qu'on est dans des films métaphysiques. Dans Crash, on est dans un film où les acteurs vont baiser plein de fois. Donc t'es obligé de mettre une femme un peu jolie, c'est le minimum. Et surtout parce que c'est un film de fantasme. C'est un film où, en fait, on voit que même Cronenberg, je suis désolé, il est l'œil de la caméra, on le voit, Cronenberg, il est aussi en train de fantasmer sur ses actrices. Mais c'est pas pour dire, bizarrement, non, Cronenberg, il est un pervers. Non, c'est normal, c'est un homme. Et c'est un réalisateur, et il sublime ses actrices. Donc oui, c'est bizarre un peu ce que je dis, mais... Faut bien comprendre l'intérêt de choisir des actrices qui ressemblent à quelque chose. Et surtout dans ces films-là, qui ont une dimension métaphysique. C'est-à-dire que là, on va aller dans le corps de Diane Kruger, entre guillemets, hein, de manière VFX, avec les effets spéciaux, bien entendu, virtuels. Et tout le dilemme donc, du film, c'est... En fait, là, je fais toute ma critique comme ça, après, j'aurais plus rien à dire. Tout le dilemme du film, c'est... Est-ce que une femme aussi belle, Vincent Cassel avait 58 ans, que peut-il faire ? Et après, vous me direz, il n'a pas eu d'enfant avec, c'est peut-être pas la femme de sa vie encore, parce qu'il n'a pas eu d'enfant avec. Et c'est tout le dilemme du film, c'est est-ce qu'il vraiment il doit continuer de se morfondre ? J'ai envie de vous dire, bien sûr qu'il ne faut jamais continuer de se morfondre. Mais là, oui, c'était la plus belle femme du monde. Entre guillemets, l'une des plus belles. Donc là, il y a vraiment un dilemme pour les gens, entre guillemets, faibles d'esprit, qui seraient capables de se morfondre, même si, en effet, il ne faut pas se morfondre. Mais on est dans un personnage torturé, on est dans un film de Cronenberg. Donc le personnage de Vincent Cassel est torturé. Dans ce cas-là présent, le film et le script tient debout, parce qu'on a pris cette actrice-là. Et après, il y a le jeu avec les triangles amoureux, entre guillemets, où t'as l'actrice coréano-française, apparemment, voilà, qui vient, mais qui n'est pas Diane Kruger. Et Diane Kruger qui incarne aussi la jumelle, du coup, de la femme perdue de Vincent Cassel. Donc là, il y a un pseudo-triangle amoureux. Peut-être c'est ça le cœur du film, en réalité, parce que c'est avec ces personnages qu'on passe le plus de temps, en réalité. Oui, il y a l'aspect technologique, il y a l'aspect, par la suite, sur la dernière demi-heure idéologique, voire complotiste, où il nous fait clairement je vais pas dire une métaphore, mais je pense qu'il nous fait une métaphore de ce qui se passe actuellement. On a beaucoup de théories du complot qui sont, entre guillemets, débunkées, ou qui sont ensuite fact-checkées, etc. Tous ces termes-là qui sont très, très récents, très modernes, qui sont arrivés notamment avec les mouvances américaines. Il faut trouver un coupable à toutes les morts. Genre. Voilà, oui. C'est ça, il a vraiment un aspect très moderne, je pense. Je pense aussi au film Civil War, justement, on est dedans. Ça, c'est surtout la dernière demi-heure. L'heure, au global, la grosse heure du film, c'est plutôt l'aspect relationnel. Et Vincent Cassel, c'est entre guillemets un psychopathe, on va pas se mentir. Mais tous ces personnages à Cronenberg depuis les années 90, principalement depuis Crash, ce sont des obsédés. Et c'est ça qui est la beauté du cinéma de Cronenberg, c'est l'obsession d'un humain pour quoi que ce soit, pour quelque chose. Des obsessions folles. Et moi je pense notamment à l'unique scène de sexe du film, il me semble qu'il n'y en a qu'une seule, mais qui est assez longue, ou deux. Et qui a un dialogue, hein. C'est un dialogue aussi. Exactement. Et pourquoi ? Parce que c'est un fantasme. Et très bien écrite, même si en soi, bon, moi je connais toutes ces thématiques, donc ça comment dire, ça a tapé dedans pour moi de manière littéraire aussi. C'est oui, clairement une femme qui a un fantasme très malsain en réalité. Très malsain en réalité de dire une femme qui a entre guillemets toujours vécu sous l'ombre de sa sœur, donc qui est la femme de Vincent Cassel. J'ai plus le nom des personnages, alors vous m'excuserez. Karch. Ouais, Karch, oui, sacré nom en plus. Karch, c'est pour nettoyer, je sais pas si c'est fait exprès. Karcher, non, Karcher, j'ai de la merde. Donc, il y a le nom Car aussi dans la voiture, je sais pas si c'est fait exprès. C'est Shark, c'est requin, non ? Ouais, intéressant. Est-ce que c'est pas requin inversé ? Parce qu'un requin, c'est un homme qui va pêcher beaucoup de femmes. Parce que Vincent Cassel, requin marteau. Eh ouais, c'est pas bête. Parce que le fameux nez aquilin, on dit, non de requin marteau, alors, il me fait penser à Gainsbourg, Vincent Cassel. En tout cas, ouais, l'homme moche, mais qui séduit, parce que, en plus, il y a un cachet, il est pas que moche. C'est même tellement ironique de dire ça. La scène où la femme qui a toujours vécu sous l'ombre de sa sœur et qui sûrement a toujours eu ce fantasme de Vincent Cassel, ou même donc du personnage de Karch, de le voir avec sa sœur. Maury. Ouais, Maury, c'est... Et Pierce. Ouais, bizarre ça. Tu vois, Maury, justement, c'est un nom de poisson. J'ai plus les autres. Non, moi, je dis peut-être des bêtises. C'est Maury. Ouais, Maury, ouais. Mais en fait, on essaie de trouver des interprétations parce que le film, il est intéressant.
pourquoi le film me fait comprendre qu'il est intéressant. C'est juste ça en fait. Faut pas chercher plus loin des fois. Moi, j'en vois qui. Faut pas chercher plus loin. J'ai été intéressé. Faut pas chercher beaucoup plus loin. Et là en fait, vu que sa sœur n'est plus là, elle peut assouvir son fantasme et elle le dit carrément pendant l'acte qu'elle était. Voilà, c'est ma sœur que t'aimes bien en fait. C'est ma sœur que t'aimes bien. Tu vois ma sœur quand tu me baisses, tu vois ma sœur. Tu vois pas moi. Tu vois, la fille en fait, elle est torturée, mais elle s'est faite à l'idée qu'elle pouvait jamais être l'égale de sa sœur, du coup ça lui fait du bien, c'est terrible. En fait c'est un film qui est vraiment dans les fantasmes humains, mais dans les psychés profondes, d'à quel point le cerveau peut te torturer quand tu n'es pas sain. C'est un film de malsain globalement, parce que ce que fait le personnage de Karch, du coup le personnage de Vincent Cassel-Karch, c'est globalement malsain. Mais comme tout ce que font les personnages des films de Cronenberg depuis Crash, j'ai envie de te dire, et même avant, mais Crash ça a été l'apothéose. Pour ma première grosse analyse du film, après je sais pas si j'aurais des choses à rajouter globalement. Durant tout le film, on remarque que le personnage de Vincent Cassel est entouré de technologie, c'est qu'il est obsédé par la technologie, son métier, c'est ajouter de la technologie du coup au corps des morts en fait, et donc il y a bien sûr cette opposition avec bien sûr la mort naturelle creusée sous terre dans la terre de mère nature en fait, et donc il y a toute cette opposition, violation technologie, des mœurs bien sûr de certaines personnes. D'ailleurs il y a une séquence où il papote avec un mec, qui enterre des cadavres près d'un volcan, et du coup ils sont entourés de faune, de je sais pas quoi, de foin. Il y avait un délire comme ça à un moment donné. Après, je sais pas si cette scène est censée rapporter quoi à l'intrigue, mais elle était... Je sais pas de cette scène. Si, le mec, il lui parle à distance, en caméra, genre un mec en Islande ou je sais plus. Ah oui. Il y a ce truc-là. Et du coup, il est constamment entouré de la technologie. Chez lui, il a que de la technologie, sa voiture, etc. Il a que de la technologie qui est représentée par l'IA, parce qu'on rentre bien sûr dans l'ère de l'IA, et Cronenberg a toujours été fasciné par la technologie, en commençant par Crash, et donc le lien avec les voitures, bien sûr. Que Julia Ducournau a un peu prolongé en allant plus loin avec Titan, on va dire. Ah non, pas Titan, non. On va dire. C'est beaucoup plus Titan, non. Et du coup, on a le personnage de Honey, du coup, son IA personnel, qui est donc interprété également par Diane Kruger et qui est calqué sur Diane Kruger, qu'à un moment donné, il change en koala parce que je pense qu'il en a marre de voir sa femme partout, mais après, ça redevient Diane Kruger. Du coup, qui est intéressante parce que c'est sa conseillère personnelle. Et à un moment donné, on découvre que le tout du film, c'est qu'en fait, elle est monitorée par Guy Pearce, qui là aussi, rien n'est flable. En fait, c'est qu'un film où Vincent Cassel écoute des gens, mais est-ce qu'il faut croire à ces gens-là, en fait? Et est-ce que Vincent Cassel en a quelque chose à faire? Enfin, on ne connaît pas ses émotions vis-à-vis de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il est si peu expressif que, comment dire, tout lui semble lui être égal dans le film. Dans ce qui Parce arrive. que Ces événements. Parce qu'à tous les coups, t'as la sœur jumelle qui à tous les coups, elle semble être calme, gentille, etc. Et là, boum, elle tombe amoureuse de lui, elle lui montre une vidéo qu'elle a filmée avec Guy Pearce qui lui dit toute la vérité. Et ensuite, t'as Guy Pearce plus tard qui commence à lâcher plein de conspirations, et t'as elle qui dit mais non, et les deux doigts ils s'étaient été coupés en travaillant il y a je sais plus combien de temps. Et ensuite, il écoute l'argument du docteur sur les faux défauts du corps qui ont été créés en 3D, etc. Et lui, il réagit pas, et à un moment donné, limite, t'as l'impression que est-ce que tout est pas juste faux ou vrai, quoi? Est-ce que même peut-être c'est la jumelle qui a tout manipulé avec Guy Pearce ensemble? Est-ce que je sais pas, tu vois, est-ce qu'il y a un d'éco-terrorisme ou c'est juste de la vengeance personnelle de la part de Guy Pearce qui est jaloux, etc. Mais après, du coup, on utilise le message de l'IA pour montrer que c'est un personnage qui est constamment entouré de la technologie et que c'est quelque chose qui est plutôt nocif. Enfin, je dirais que il y a quand même un message plutôt anti-IA dans le film. Même si peut-être anti-technologique, je sais pas, parce Je sais pas. On met en valeur la technologie, le corps humain via la technologie, avec les corps et les scans, etc. Mais ouais, il y a une petite critique de l'IA. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que je trouve que Cronenberg ne se positionne pas. J'ai l'impression qu'il se positionne pas, que ce soit même dans les complots. J'ai l'impression qu'il se positionne sur rien. J'ai l'impression. C'est ça le problème dans un sens, tu vois. Il y a un problème dans cet aspect-là, mais moi, c'est ce qui me passionne. C'est pas le fait qu'il se positionne pas qui me passionne non plus. Il se positionne quand même. En fait, il se positionne pas, mais il se positionne aussi parce qu'il nous montre ça. Il nous fait ce film-là. Et on a des scènes entières sur des choses technologiques. Tu vois, la scène où il démarre sa Tesla dans son. Il y a des longs plans où sa Tesla elle démarre et il s'en va. Les plans sont trop longs. Tu vois bien que c'est pas fait pour rien. Un réalisateur lambda, il t'aurait jamais fait des plans déjà aussi esthétisés avec un super cadre. Bon, certains n'aimeront pas la photo, mais moi je trouve que ça marche bien. Sobre, etc. Parce que le Tesla c'est sobre de toute manière. Et même les séquences où les appels dans intra-véhicule, là, dans sa voiture, là. Je sais pas si c'est une technologie qu'on a déjà, ça, oui, avec la Tesla, c'est la vraie technologie actuelle. En plus, tu te rends compte, même moi je suis pas à la page, mais c'est une technologie qu'il faut avoir accès.
Mais même moi aujourd'hui avec je prends l'exemple des Ray-Ban Meta, mais moi je pète mon crâne. La technologie actuelle est en train de révolutionner tout un tas de choses et les gens s'en rendent pas compte. Et en fait moi c'est ça qui me rend triste. Et je pense que Cronenberg est pareil. Cronenberg, vu qu'en plus c'est d'un ancien temps, un tout ancien temps, il a sacrément vu des évolutions, et on a vu que lui, j'ai l'impression qu'il a davantage le recul de s'extasier. Parce que nous, on a nos technologies tous les ans, on voit pas forcément la différence. Alors que, tiens, moi je dois découvrir les Ray-Ban Meta par exemple, et je suis halluciné. Moi, c'est un bijou. Enfin, c'est un bijou, mais en même temps, c'est pas pour l'aspect technologique, j'ai envie de le toucher, c'est pas matérialiste non plus, c'est surtout pour l'aspect transcendantal, c'est pour l'aspect métaphysique dont on parle et que touche Cronenberg avec ses films, à savoir, je suis capable de filmer dans une position quasiment ultra confortable, parce que je ne fais rien, juste apporter le truc, ça filme, et puis un peu à tout moment, n'importe quand. Enfin, c'est vraiment dans l'aspect, au-delà de la technologie, c'est dans l'aspect pratique, ou dans l'aspect utilitaire. En fait, on dépasse des dimensions, tu vois ce que je veux dire, on dépasse l'entendement, c'est-à-dire qu'avant, aujourd'hui, je peux littéralement... Alors, avant, pour retrouver une personne, c'est un peu comme les relations, avant on était obligé de passer dans la vraie vie et dans les bars, aujourd'hui on a des applications, etc., avec tout ce que ça a amené de négatif, mais ça je trouve pas que c'est de la réelle technologie, tu vois, les applications c'est quelque chose qui me passionne, les téléphones peut-être, mais ça me passionne pas. Ce qui me passionne, c'est plutôt les bijoux technologiques qui nous permettent de filmer, de prendre du son, tu vois, tout ce qui est en fait en rapport avec le 7ème art, et je pense Cronenberg est un peu de cet avis-là aussi, où justement dans la Tesla, tu peux passer des appels en direct, un peu comme un Zoom, tu vois, on utilisait Zoom aussi dans le film, mais t'as une connexion parfaite, l'image elle lag pas, c'est vraiment un Full HD, voire 4K, et en plus il a une caméra je ne sais où sur sa Tesla pour que l'autre puisse la voir, j'ai l'impression, je sais pas. Et à des kilomètres quoi, il y a aucune saturation, il y a aucun bug de connexion, c'est incroyable. Et en fait c'est plus cette passion de l'évolution, surtout pour la question de Cronenberg qui a son âge, qui a fait son temps et qui a vu son temps et qui voit encore visiblement. On dépasse les mœurs, on dépasse la routine avec ça. C'est un peu Elon Musk qui est flemme d'attendre dans mon métro, ou d'attendre, enfin plutôt dans son taxi, d'attendre dans mon taxi. Je vais créer un truc, un outil qui va faire que je vais plus attendre dans mon taxi. Mais je sais pas quoi encore, mais je sais qu'il y avait une anecdote comme ça, mais tous les gens qui cherchent à optimiser leur temps, avec ces nouvelles technologies, c'est le futur, c'est génial. En fait, c'est surtout un film d'entrepreneur, c'est un film où il y a la vision entrepreneuriale évidente du fait qu'on touche cette technologie. Et c'est ça qui me passionne en fait. Vous allez me dire, je parle jamais du film, je parle que des aspects matériels, mais en fait, depuis Crash, globalement, même dans un peu Cosmopolis, je vais y arriver, mais surtout dans ce film-là, Cronenberg s'y penche globalement. Et quand je dis qu'il se positionnait pas, mais qu'il se positionnait en fait du fait qu'il nous en parle, et qu'il nous en parle de cette manière, prouve bien qu'il adore la technologie. Il adore, sa passion le prouve, sa passion l'approuve, dans le double sens en plus. Et il en expose aussi quelque peu les dangers dans ce film, mais pas forcément, c'est pas non plus un Black Mirror, tu vois. C'était des gens qui me disaient ça ressemble à Black Mirror, c'est un pseudo Black Mirror, hein. Tu vois, un one shot. Et après, Black Mirror a donné une conclusion claire et nette, tu vois. Exactement. Pour choquer. Après, parce que Black Mirror, c'est inhéremment, si ce mot existe, négatif dans l'objectif de dépeindre un concept, tu vois. Et Black Mirror s'ensuit toujours une morale. Là, il n'y a pas réellement de morale. La morale, si tu veux, c'est les mœurs universelles de, entre guillemets, creuser une tombe et d'aller dépouiller un cadavre, tu vois. Parce que c'est ce qu'il fait de manière technologique, en fait, non ? Pour moi, c'est un peu ce qu'il fait de manière technologique. Il va dans le corps, c'est la même chose que de creuser comme on pouvait le faire avant. Oui, c'est ça. En fait, c'est des nouveaux moyens de creuser et d'aller voir le corps. C'est vraiment ça. Ou alors, un homme un peu à la Mr. Freeze, il va congeler le corps de sa femme pour l'exposer, ou il va... Bon, là, c'est pour la maintenir en vie, donc ça n'a rien à voir, mais tu vois, dans l'idée, visuellement du moins, il va maintenir le corps de sa femme... Parce que tu peux faire ça, maintenir un corps, c'est ce que faisait pour les autopsies. Il devrait faire un film de légiste, de médecin légiste. Le coroner. Non, mais il devrait vraiment faire ça à Cronenberg, hein, parce que là, on est un peu dans ce délire-là, clairement, on est proche. Je suis un peu éparpillé avec ce film-là. Mais c'est pour vous dire qu'à quel point la dimension, entre guillemets, 2D, la dimension, entre guillemets, premier degré ou second degré du script, est-ce que Guy Pearce a fait ça ? Est-ce que, finalement, c'est pas la sœur, du coup, jumelle, j'ai plus
qui a pas tout manipulé, même si ça, en fait, ça semble plutôt évident que ce soit ça aussi. Tout semble assez évident. Ça, c'est ce qui me fait tenir en haleine, entre guillemets, et me dire, oui, il y a un script, oui, je comprends les personnages, je vois une direction, mais c'est surtout des thématiques, en fait, c'est surtout la passion. C'est surtout ça qui fait que je tiens devant ce film-là. C'est pas l'histoire à proprement parler, l'histoire, oui, mais j'ai envie de vous dire, mettez-moi Vincent Cassel, mettez-moi une histoire où le mec va être torturé, entre guillemets, hein, et il va arriver à des fins, avec les femmes notamment, il n'avait peut-être même pas besoin. C'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est que finalement, il va les deux se les faire, entre guillemets. Il va se faire les deux femmes, mais est-ce qu'il le voulait vraiment? Est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Tu vois. Il y a cet aspect-là, en fait. Mais bon, l'histoire, c'est plutôt la manière. Et ça qui va un peu choquer pour beaucoup, je pense. Un peu comme un Lynch, c'est la manière. C'est pas l'histoire qui va mapper du moins dans ce Cronenberg-là. Et dans Crash, c'était pareil. Dans Crash, c'était les scènes de voiture. Moi dans Crash, c'est ce moment-là dans Crash, parce que la première partie, j'étais un peu comme toi, j'imagine, j'étais choqué. J'ai jamais vu autant de scènes sexuelles et surtout aussi, je vais pas dire aussi bien filmées. C'était très, j'ai plus le terme, charnel. Là, on était vraiment pas loin à la limite de la série PH. Bref, que la scène, je sais pas si tu t'en souviens, de la scène de l'accident, reproduction de l'accident, on était sur de la reproduction de James McQueen. C'était un peu ça le twist du film, pas le twist. Steve McQueen. Steve McQueen, voilà, j'ai arrêté. Steve McQueen, le fameux accident de Steve McQueen. Et en plus, tu vois dans le film, je crois qu'après il mentionne l'accident aussi de, je sais plus, c'est un poète français qui est mort aussi. Je sais pas si je vais le retrouver, mais je crois que c'est Baudelaire. Je sais pas si c'est Baudelaire. Mais un grand poète français ou écrivain, Baudelaire c'est plutôt un écrivain. Non, Baudelaire, un poète aussi. Qui était mort aussi dans un accident de voiture. Et en fait, ça c'est passionnant. Et en fait, c'est quand j'ai vu le vrai thème du film, c'est la passion, c'est le fantasme, c'est la mesquinerie, ça se dit. C'est le côté malsain d'être passionné par des choses comme ça, en fait. La destruction d'une voiture, tu vois la carcasse, c'est magnifique. En fait, il y a quelque chose de mécanique. En même temps, quand tu vois un cadavre, il y a aussi quelque chose de magnifique parce que tu vois la décomposition, la destruction, que ce soit biologique ou mécanique, tu vois, parce que tu comprends la source. Tu vois, tu retournes à la source. Quand tu vois un cadavre, tu retournes à la source de l'os, tu vois en fait comment c'est fait, tu comprends, en fait c'est passionnant quelque part. J'espère que tous ceux qui font SVT me comprennent. J'espère que ceux qui font SVT, on partage la même passion. C'est pour tout dire, j'aurais pu très bien faire SVT aussi, mais j'ai la flemme d'apprendre trop de formules. C'est plutôt ça qui m'a rebuté, c'est les mathématiques. Donc voilà. Il y a une question qui est la passion, globalement. Le fantasme même plus que là, parce que le fantasme a quelque chose, globalement quand on dit fantasme, il y a quelque chose de malsain. Il y a quelque chose d'interdit. Donc c'est ça, Cronenberg, c'est ça qui m'intéresse dans ces thématiques-là, voilà. Parce que du coup, la conclusion globale, en tout cas de l'objectif en termes de narration du film, c'est vraiment, à un moment donné, il se rend compte que le docteur est enterré, le docteur est décédé, le docteur disparu, et Claire a disparu, il se retrouve enterré à côté de sa femme, du jour au lendemain sans qu'on le prévienne, et lui, à un moment donné, va juste, sans aucune réaction, de façon nonchalante, va se dire, je vais partir à Budapest avec ma nouvelle copine, et donc, a priori, avec une conspiration qui ne trouvera jamais sa fin, ou sa clarté de réponse, d'un semblant de réponse, eh bien, on va finir le film, du coup, sur ce mec qui part en voyage, en pensant qu'il a enfin tourné le dos vers sa femme, parce que sa femme a trouvé un compagnon dans la mort, entre guillemets, et donc, lui, il va vivre sa vie avec sa nouvelle amie, qui est aveugle, et donc je suppose qu'il y a une signification par rapport à cela, mais c'est jamais évoqué. Mais à la place, il est en train de rêver d'elle avec le corps de sa femme. Pour le coup, les effets étaient bien faits, avec son sein qui manquait, son bras qui manquait. Les effets étaient bien faits. De l'avoir se déconstruire de plus en plus, avec les os qui pètent, etc. Ça, c'était plutôt bien fait. C'était le côté body horror du film, parce qu'en vrai, c'est assez léger en termes de body horror. C'est comme le plan de début. Le plan de début était pas mal, avec le corps de sa femme autour d'une sphère, et lui qui semble être impuissant face à son corps, etc., en train de crier. Ah oui, avec la tête qui est enfermée, en fait. Ouais, la tête enfermée. Il y a la petite fenêtre, le boulot, on va dire, où il y a sa tête, et du coup, il est enfermé par le corps de sa femme. Ouais, mais c'est vrai que le film, de base, dans sa conception, ça reste assez bizarre, vraiment, toutes ces séquences sans musique, sans son. On voit juste les personnages parler entre eux, il y a un petit côté film français, on sait pas trop où on va, peut-être. J'avais pas jusque là, mais peut-être pas français indépendant, je veux dire. Dans le sens où on est vraiment les acteurs joués. Titan, c'est pas pareil. Jouer, enchaîner scène sur scène dans des environnements. Mais c'est vrai que j'arrive pas à trouver l'objectif, quoi. Et surtout, il y a absence de musique, quasiment. C'est vraiment début fin, quoi. Donc, comme j'ai dit, je reste assez divisé. Je sais pas
toujours pas quoi penser du film en me disant que j'ai l'impression qu'il manque un bout à la fin parce qu'on nous a maintenu une narration qui est au final vaine, entre guillemets. Enfin, Je sais pas, maintenant donc, que tu m'as expliqué la fin et que j'avais pas comprise. Bah, j'aime bien la fin. Parce qu'en gros, c'est une non-fin. En fait, il vient te dire ce qu'il veut te dire, à savoir, il n'y a rien à comprendre. Si c'est un rêve, c'est très simple de comprendre les rêves. Moi, je comprends totalement. Mes rêves, je suis passionné par ce sujet-là, les rêves. Mais je sais pas s'il a déjà fait des films sur les rêves, d'ailleurs, Cronenberg, c'est plutôt Lynch. Passionnant. Le personnage est juste à ce point tourmenté par sa femme perdue qu'il la voit dans toutes ses fréquentations, entre guillemets, dans toutes ses interactions, toutes ses activités même. Soit, alors là c'est intéressant, soit un peu à l'instar de la sœur, il voit sa femme littéralement dans la coréenne, là, coréano-française, entre guillemets copine, parce que lui il lui dit copine, je sais pas, tu vois, on est bien d'accord. Et c'est justement peut-être pour ça qu'il dit ça, copine, je sais pas, encore une fois, est-ce que je vais un jour la remplacer? Mais c'est toujours la question du deuil. Et moi, j'ai un avis tranché là-dessus, mais je suis encore assez jeune. Mais de mon jeune âge, l'avis tranché sur le deuil, que ce soit un environnement, une situation, une ville, mon avis tranché, c'est qu'il faut remplacer. Je pense que le temps va te permettre de ne plus avoir de douleur. Je pense que le personnage de Vincent Cassel ne semble pas être si impacté en termes de... C'est aussi l'autre sujet, l'autre question importante, c'est est-ce que le personnage de Vincent Cassel est vraiment tourmenté, ou est-ce que... À premier égard, il est tourmenté, il est bizarre, oui. Mais est-ce qu'il n'est pas juste froid, est-ce qu'il n'est pas juste comme ça, et est-ce que... En fait, il a pas déjà tourné la page, je veux dire, émotionnellement, mais en fait, ça fait partie de sa vie maintenant. C'est, oui, sa femme est décédée, oui, sa femme, il la voit tout le temps, mais est-ce qu'il en souffre pas finalement, tu vois? Ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est ce que je pense du coup du deuil, c'est que le temps permettra d'oublier la douleur, à l'instar du coup j'imagine du personnage, du moins c'est mon interprétation, la douleur, mais pas la personne, ou la situation, ou la ville, ou voilà, peu importe ce qu'on veut oublier, ce qu'on cherche à oublier. Ça ne permettra pas d'oublier. Donc en fait, ce qui nous permettra réellement d'oublier, c'est de remplacer. Et un peu d'une manière presque négative, nihiliste, la fin du film, donc si c'est un rêve, oui, nous fait comprendre qu'il n'est toujours pas prêt de l'oublier. Mais est-ce que ça veut dire qu'il souffre ? Ça, c'est aussi le débat intéressant. Est-ce que le personnage est nécessairement souffrant parce qu'il n'a plus sa femme ? Parce qu'il y a aussi un aspect bohémien, non ? Tu te rappelles pas ? Il y a des moments où il sourit un peu, où il semble passionné par ce qu'il voit. Tu vois, il y a quand même un aspect où tu dis est-ce qu'il est pas heureux ? C'est fou hein, de ce dont on parle, parce qu'on parle quand même d'un mec qui analyse le corps de sa femme, se faire décomposer. Et que ça le rende heureux, peut-être même plus que quelquefois que sur les flashbacks qu'on a justement, où il était avec sa femme et vous ne pouvez même pas la toucher, tu vois, où elle se cassait. Ça c'est terrible, c'est des vraies maladies ça. Hein. Enfin bref. Donc voilà, le sujet du film, et ce que j'en pense, ce que j'ai pu en comprendre du moins. Le reste, tout reste qui touche au film ne m'intéresse pas de près ou de loin, du moins sauf s'il me permettra, le cas échéant, de mieux, pour mon cas, comprendre le film. Du moins ce que voulait faire comprendre Cronenberg, parce que j'ai le droit d'avoir une interprétation différente de celle du réalisateur. Non, je sais pas, ça c'est un autre débat d'ailleurs. Est-ce qu'on a le droit de penser à quelque chose que le réalisateur ne voulait pas qu'on pense ? C'est le débat de brutaliste, ça. Le plus important, c'est le point d'atterrissage, pas la manière dont l'objet a atterri, entre guillemets. Donc, oui, parce qu'on est sur le devoir de mémoire. Donc, le seul vrai sujet brutaliste, justement, la fin. Est-ce que tout ce qu'on a vu sert à quelque chose, ou est-ce que c'est la manière dont nous on le prend et la réponse, mais notre réponse, quoi. Non, mais le sujet de fin de brutaliste, enfin le dième de fin est magnifique. En vrai, c'est un débat un peu infini, hein, dans un sens. Hein. Après, je pense que de toute façon, un film est fait pour un spectateur, donc c'est au spectateur ensuite de se l'approprier, de l'aimer à sa manière, donc avec ses sensibilités à lui, selon ce qu'il apprécie ou pas. Donc, ça, de toute façon, pour moi, c'est ça le problème, et c'est ça qui est important. Après, malheureusement, pour moi, avant de faire un film pour que les spectateurs l'interprètent, il faut que le film soit fait pour les spectateurs, et peut-être que Cronenberg a peut-être trop fait un film pour lui, pour se satisfaire lui, pour faire son deuil, sans forcément nécessairement penser à l'appréciation des gens qui verront le film, quoi. Donc c'est peut-être aussi le débat final un peu de ce qui est peut-être son dernier film, donc c'est vrai que là il a vraiment fait un deuil, il a vraiment un deuil artistique et un deuil personnel, qui s'apparente du coup à une œuvre qui sera visionnée par des gens, et puis est-ce que ces gens sont pris en compte, c'est particulier comme des... Oui, c'était ouais, c'est un peu égoïste. Est-ce que c'est pas c'était quelqu'un qui a dit que c'était un film qui se décomposait au fil du film. Donc
Ouais, bah en tout cas, moi j'ai plus de choses à dire en tout cas. Donc, par rapport Un à... film qui se décomposait. Non, Le le film. qu'on le regarde. Ouais, le film se décompose en fait, Sur la durée, ouais. de base un peu. Parce qu'après on parle de conspiration et du coup pour beaucoup ça. Ouais, c'est vrai que la fin du film, moi j'en suis pas fan et Mm. j'y ai pas cru une seconde, donc pour moi c'était un prétexte pour soit mettre réellement un scénario, on va dire premier degré, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de scénario premier degré dans ce film-là, et c'est pour ça que la plupart des gens vont être butés, ils vont être perdus, ils vont être même à dormir tout de suite. Mm. Mais moi c'est Cronenberg et c'est mes thématiques de Cronenberg que j'aime beaucoup aussi. En fait, c'est des films qui me passionnent beaucoup plus qu'un La Mouche, par exemple, même s'il faut que je revoie La Mouche, parce que j'ai quand même cité peut-être le meilleur, donc il faut que je revoie La Mouche. Ou plus récemment, Shivers, oui, c'est un film beaucoup moins profond, évidemment. Ou même Scanner, parce que Scanner était très intéressant aussi. Mais ça me passionne plus parce que c'est davantage moderne, ça nous touche. N'hésitez pas à nous donner votre avis. J'ai vu des avis. Déjà, rien que sur Letterboxd, j'ai vu des avis différents de deux de mes collègues. Un qui a mis 4 sur 5 et un qui en a mis 1. donc merci à tous, à vous tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ou ailleurs. Et puis, bah. C'est mon ordi. C'est la technologie, ça. La technologie nous appelle, donc on va l'écouter, on va se laisser posséder par ces heures sombres. Donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo et ciao.